professeur Cuérier vous demande, lui, vrai ou faux encore, les changements climatiques, grosso modo, ça va affecter le Canada de manière uniforme. Alors, est-ce que ça va toucher tout le monde autant partout au Canada? Qui croit que c'est vrai et qui croit que c'est faux? Une grande majorité. À vous la parole, Dr. Cuérier. Merci. Donc, oui, effectivement, ça va être différent d'une place à l'autre. Les mécanismes sont plus ou moins les mêmes, mais les répercussions seront évidemment différentes si vous êtes sur la côte de la baie d'Ungava ou de la baie d'Hudson, ou bien sur le détroit d'Hudson, ou encore près de la mer du Labrador. C'est ce qu'on a, nous, en fait, perçu en interviewant les Inuits qui habitaient ces régions-là, qui nous ont parlé des problématiques auxquelles ils font face. Dans certains coins, le vent a changé de direction, balaie beaucoup plus fort, balaie la neige, de sorte que l'hiver, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour ces communautés-là de se déplacer. Donc, la motoneige, à moins de partir avec quelques paires de skis additionnels, puis qui vont être détruits au fur et à mesure que vous allez sur une croûte qui est très, très mince de neige, évidemment, et donc pas tout à fait propice à la navigation en motoneige, bien, vous allez avoir des problèmes. Et ce qui fait que ces gens-là ont de la difficulté à pratiquer leurs propres activités traditionnelles de chasse, de pêche d'hiver, et ils reviennent un peu plus bredouilles où ils ne partent même pas, ce qui crée des problèmes au niveau même de la sécurité alimentaire dans ces communautés. Je pense que le rapport, je ne sais pas si vous avez vu le rapport qui a été fait, qui donnait un topo assez néfaste du Canada face à ces communautés autochtones, où il y a un tiers des enfants qui ne mangent presque pas, ou peu, en fait, mangent, mais pas à leur faim du moins, et c'est un problème. Donc, la chasse, la pêche est encore très présent chez ces gens-là, et avec des glaces qui cèdent au printemps beaucoup plus rapidement, avec des glaces qui sont moins sécures. Donc, je regardais, par exemple, dans les 10-15 dernières années, dans les publications faites comme le Nunavik News, le quotidien du Nunavik, par exemple, le nombre d'accidents augmente énormément, et ça, c'est depuis quelques années. On le voit, les changements climatiques sont très, très tangibles dans ces communautés-là. Un autre des problèmes qu'on voit, c'est, vous avez entendu parler du pergélisol, cette couche de glace de sol congelé à 1 mètre, à 2 mètres, dépendamment où vous êtes dans le nord canadien, est en train de fondre dans certains endroits, ce qui fait que des ponts qui avaient été construits dans des villages s'écroulent, que des maisons commencent à crochir au point qu'on n'est plus capable d'ouvrir des portes, incapable de sortir, par exemple, le seul camion de pompiers qu'il y avait sur place. Il y a des problèmes comme ça qui commencent à être générés par la fonte de cette partie-là et qui, évidemment, vont vers l'érosion, les glissements de terrain. On en parlait avant moi. Donc, à Point Barrow, en Alaska, par exemple, le cimetière même, ils ont découvert un cimetière. C'est peut-être une bonne chose pour les découvertes parce que cette érosion faisait partir les cadavres dans l'eau. Donc, et à d'autres places, c'est des choses semblables, la montée de l'eau qui vont avoir des séquences. On parle d'autour de 25 millions de personnes déplacées à cause des changements climatiques. On s'attend à peu près à 200 millions en 2050 environ. Donc, c'est un problème. C'est un problème qui va toucher de près les communautés ici même au Québec. Ma question est du point de vue de la sélection naturelle. Souvent, après une extinction massive de plusieurs espèces, évidemment, les espèces les moins adaptées finissent par mourir. On ne peut pas y voir un certain mécanisme finalement d'adaptation pour sélectionner seulement, autant du point de vue de la faune que de la flore, peut-être certaines espèces qui vont pouvoir éventuellement, sur le long terme, aller tirer profit de ces changements climatiques? Si je comprends bien la question, on n'est pas en mesure de sélectionner les plantes. On peut avoir une idée de certaines plantes qui vont disparaître, avoir une très bonne idée même, des plantes qui vont disparaître, des animaux qui risquent de disparaître, du remaniement des abondances de certaines plantes, de certains animaux. On le voit déjà dans le Nord. C'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Mais d'arriver et de dire, il faudrait peut-être sélectionner, avantager certains, ça, on n'est pas rendu là. Je ne pense pas qu'on comprend assez bien. On a des outils moléculaires exceptionnels pour changer, introduire des gènes, faire des changements, mais d'aller jouer là-dedans, je ne suis pas sûr qu'on a encore les commandes et les connaissances pour le faire, surtout dans un futur où on ne sait pas trop comment les choses vont se mettre. Moi, je pense que les plantes vont s'en sortir
Pas toutes. Hein, déjà, c'est le cas. Il y a énormément de plantes qui disparaissent à chaque jour. Mais ça va se restructurer. Avec une biodiversité moindre, donc avec une résilience probablement moindre aux changements qui vont revenir, les choses vont s'équilibrer à un moment donné. Je pense que l'humain va probablement prendre plus sa claque que bien des plantes dans ça. On est fragile de nature. Il y a dernièrement une étude qui a montré, qui ont pris des exemples, 25 plantes. Ceux qui aiment le café, vous allez boire votre café, il ne viendra peut-être plus de la même place. OK? Il faudra oublier certains secteurs où le café va disparaître à cause des changements. Donc, il va y avoir le cacao, c'en est une autre. Le thé va être affecté. Le cacao. Et oui, le cacao va être affecté. Bon, pour ceux qui aiment le chocolat avec leur café, c'est pire encore. Mais est-ce que les plantes alimentaires, ça va jouer? C'est un jeu de domino. Ce qui va disparaître une place, d'autres personnes vont peut-être la cultiver, cette plante-là. Donc, c'est difficile encore de juger s'il y a des plantes qui vont complètement disparaître. Mais l'abondance et la rareté vont faire que les populations déjà à faible revenu ont moins de chances à aller chercher parce que les prix vont grimper, là, comme on en parlait avec le blé, etc. Ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure de migration de certaines espèces vers le nord. Bien, il y a quelqu'un qui nous demande que va-t-il se passer quand les ours bruns et les ours polaires vont se rencontrer? Ça va faire des ours beiges. C'est une question qui a déjà été discutée dans la littérature scientifique. Et il y a des cas d'hybridation entre l'ours noir, l'ours polaire, l'ours brun, plus sensiblement l'ours brun. L'ours noir fait un peu plus petit. Et ça va. Il y a des changements qui vont être créés. Est-ce que ça va? On sait que l'ours polaire déjà est affecté par les changements climatiques. Donc, ça, c'est... Est-ce que... Et la peur, évidemment, des gens qui parfois posent cette question-là, je ne sais pas pour la personne qui la posait, mais est-ce que cette hybridation va accélérer la perte des ours polaires? Ils sont déjà bas, je pense. Hein? Bien, il y a des problèmes. Sont affamés. Moi, je les vois passer beaucoup plus proches des villages qu'autrefois parce qu'ils ont faim. Les banquises cédant plus rapidement, ils ont moins de nourriture. Ça crée des problèmes pour les Inuits parce que maintenant, quand les Inuits, au printemps, vont chercher les œufs des canards aiders pour se faire une bonne omelette, bien, vous risquez de être l'omelette pour l'ours polaire. Donc, c'est le problème qui est en train. Il y a une compétition avec l'ours polaire d'une certaine façon. Les rencontres sont beaucoup plus fréquentes. Donc, des fois, on dit « Ah, mais non, il n'y a pas de problème. Les ours polaires, il y en a plus qu'avant, on les voit puisqu'on en voit plus. » C'est parce qu'ils approchent des villages, sont intéressés par la nourriture qu'on met dans les dépotoirs, etc. C'est simplement ça. On parle d'extinction, de disparition d'espèces, tout ça. Une des choses qui est encore plus exacerbée à l'heure actuelle, c'est la disparition des cultures. Si on parle juste des langues qui étaient parlées en 1930, autour de 15 000 langues qui étaient parlées. En 1900, aujourd'hui, on n'en parle plus que 6 500 environ. Et autour de 2050 et 2100, on va perdre 90 % de ces cultures-là, de ces langues-là, du moins. Ça, c'est une perte qu'on voit moins. C'est une perte qui, aussi, on perd aussi un bagage aussi qui vient avec ça, un bagage intellectuel, une richesse là, de regarder comment le monde est fait, etc. Ça aussi, c'est des pertes qui vont se faire et que le changement climatique est en train d'exacerber. On parlait des problèmes de stress et de dépression. On se rend compte que parce que les populations qui sont plus en lien avec des petites locales, qui sont plus nordiques et autres, éloignées, qui vont à la chasse, comme ils ne peuvent pas aller à la chasse, on se rend compte, à partir des interviews qu'on a pu faire, qu'il y a une hausse de la peur, de l'anxiété, de la dépression, qui mène parfois à la violence, qui est déjà un peu assez présente dans ces communautés-là. Il y a des changements qui sont assez sévères,
qu'on commence à regarder, là. Oui, puis je sais pas, il doit y avoir de la grogne auprès des groupes autochtones comme ça du Nord de voir qu'ils n'y sont pour rien d'avoir causé tous ces bouleversements-là climatiques et ils sont les premiers à en être victimes de manière directe. La grogne est beaucoup plus avec le pipeline puis TransCanada, si je dois, à l'heure actuelle. Évidemment, il y a une certaine grogne chez les Inuits, moins palpable que chez d'autres communautés. Une part réelle. Quand j'ai fait venir des Inuits à Ottawa, quand on parlait, on avait tout notre groupe, on était, je ne sais pas moi, plus de 100 chercheurs. Puis j'ai donné la parole aux Inuits pour qu'ils nous disent, ils nous racontent c'est quoi les changements climatiques. Puis la première chose qu'ils ont dit, c'est Uku. Uku, ça veut dire qu'il fait chaud. Iki, c'est qu'il fait froid. Ils disent, maintenant, j'ai toujours l'impression de me balader partout où je vais avec une tente sur le dos. Il fait chaud, une tente, quand le soleil plombe dedans. C'est un peu ça qu'il parlait. Et je dirais pas une grogne envers les Occidentaux. Peut-être chez certains, pas quelque chose que j'ai étudié, mais une crainte sérieuse. Ils le voient, ils le vivent, puis ils se demandent où ils s'en vont, puis comment ils vont s'adapter. C'est des gens qui s'adaptent très bien. Je ne serais pas surpris qu'ils trouvent des solutions assez peut-être même élégantes à ce qui arrive dans leur communauté. Faites-vous entendre de vos élus. Prenez vos vélos, marchez, réduisez votre consommation de gaz. Quand je prends 15 $ de gaz par 2 mois, je me sens mal. La CA me dit que je devrais bouger ma voiture plus souvent. Bon, je ne l'écoute pas, mais bon. Mais il reste qu'on peut faire des choses. Il y a toutes sortes de choses, de manger localement, effectivement, avoir son petit jardin, planter des plantes. Je me suis fait un petit toit vert chez moi. C'est tout petit, mais bon, c'est déjà ça. Si tout le monde en faisait ici et là, c'est déjà un impact intéressant. Il y a à faire. Les changements vont arriver. Je pense qu'on est inventif. L'espèce humaine est inventive. Il faut se tourner vers nos voisins, regarder qu'est-ce qu'ils font, prendre ce qui est bien, puis faire des changements. Je pense qu'il faut ralentir notre façon de vivre un peu, parce que toute forme d'énergie, il faut le dire aussi, on a évidemment les énergies fossiles, mais toute forme d'énergie a sa part évidemment de pollution. Mais si on se restreint un peu, je pense qu'on peut le faire. Puis ça, en se mettant plus en forme aussi.